suis Denis Charette, sculpteur de rêve. Claude Rolette, je crée de la beauté avec la construction et la céramique. Le son, là, ça, là, le son qu'on entend, là, pour moi, là, ça, c'est méditation. Je peux passer des heures en silence, à juste entendre mes ciseaux comme tailler le bois, puis je peux partir, là. Il n'y a plus rien qui compte. C'est là qu'est mon plaisir. Puis on dirait que chaque bois va m'amener un son différent, chaque couteau va m'amener un son différent. Noyer cendré, tant qu'à moi, c'est le plus beau bois pour faire de la sculpture. Il répond bien à mes inspirations aussi, qui me parlent très puissamment. Quand je construis, je passe souvent par l'étape d'une maquette en argile. Je pense que les contemporains vont partir de logiciels de dessin 3D. Ce qu'il y a d'agréable avec l'argile, c'est que je peux déformer, rebâtir, rajouter, enlever. Mais là, étant donné que j'aime beaucoup les courbes, ça va être d'essayer de rentrer un peu là-dedans, prendre la chose intéressante. Ce que j'ai dans la tête, c'est de construire un atelier qui serait comme dans des blocs qui ressembleraient à Stonehenge ou qui ressemblent à des blocs de pierre. Naturellement, là, je suis juste en train d'explorer les formes. Il y aurait probablement des modifications importantes à faire là, quand je vais tomber à établir la structure puis voir si c'est construisible. Je suis né à Hall, j'ai grandi à Gatineau, pas loin d'ici. Des souvenirs que j'ai, c'est que j'aimais beaucoup voir la rivière Gatineau, puis j'avais comme des visions de canaux, ça. Ça, c'est mes petits souvenirs d'enfance. Puis, mon héritage autochtone, c'est pas quelque chose que j'ai su jeune, sauf des histoires que j'entendais parler de l'ancêtre, là, mais très peu, surtout mes oncles qui parlaient de ça. Puis quand je suis arrivé à l'adolescence, j'ai commencé à m'intéresser plus cette culture-là. Sans savoir trop pourquoi, mais ça m'intéressait. Je vivais ça, tu sais. Puis là, la sculpture est arrivée environ à l'âge de 16 ans. Je me souviens, à Polyvalente, je sculptais des petits colliers, comme je porte encore aujourd'hui. Mais à ce moment-là, j'avais aucune idée que je pouvais devenir un artiste, puis faire de la sculpture, puis gagner ma vie. C'était vraiment pas dans mon plan. Sauf que j'aimais ça. Ça, je savais que j'aimais faire ça. Moi, je suis sorti du cégep technicien en électronique. J'ai travaillé dans des shops, puis c'était très plate. Donc là, j'avais du temps. J'ai commencé à ramener des morceaux de bois à job, un petit canif, puis j'ai commencé à sculpter. Vraiment, ma première sculpture que j'ai faite il y a 30 ans, je l'ai appelée le premier contact. Quand j'ai fait cette sculpture-là, j'ai senti mon plexus solaire s'allumer à un point tellement fort que je savais exactement que je voulais aller vers ça. Mais avec toute l'innocence du jeune homme qui sait aucune idée où il s'en va, puis je l'ai fait. J'ai persévéré dans toutes ces années-là avec tout l'encouragement de mon entourage, de la famille, des amis. J'ai vu des gens en pleurs devant des œuvres que je faisais. Puis je me suis dit, j'ai pas le droit de renier ça, j'ai pas le droit de refuser ce talent-là. Il faut absolument que je réussisse à continuer le reste de ma vie à faire ça. Je suis originaire de Noranda, en Abitibi. Mon père était comptable dans une entreprise d'entrepreneur général avec ses frères.
La première étincelle qu'il y aurait eu, c'est j'avais peut-être 8-9 ans. On a fait un voyage dans l'Ouest. On a fait quelques musées, puis ma mère a dit que c'est là qu'elle pense que j'ai accroché aux arts, parce que quand on faisait les musées, je restais figé devant des œuvres, puis elle était obligée de me tirer par la manche. J'en ai aucun souvenir, mais ça a l'air que c'est ça. J'étais allé me chercher un bloc d'argile. Il y avait un petit magasin qui vendait du matériel d'art. Il y avait 2 blocs d'argile. Je ne sais pas, c'est comme des fois un ange qui te guide. Même avec du recul, comment ça fait que j'ai fait ça? Je me suis fait un tour, j'avais vu qu'on pouvait tourner de l'argile. Ça fait que j'avais pris une caisse de coke en bois, pris la perceuse électrique à mon père qui était à vitesse variable. J'avais fait des petits pots, là, j'étais tout excité de ça, j'étais extraordinaire. Ça fait que... Au cégep, j'étais étudiant en sciences pures, principalement en mathématiques, puis j'avais un cours hors champ qui était en céramique. Mais là, quand j'ai tombé à ça, là, le chapeau élevé. J'ai gardé seulement mes cours de mathématiques, mais mes autres cours de sciences. Puis là, c'était clair, là, c'était céramique. Après ça, je me suis emmené à Ottawa pour faire un bac en arts plastiques. Puis quand je suis venu le temps de m'inscrire à mes cours, j'ai dit où ils sont les cours en céramique. Ben il y en a un en 3e année, une session, puis il y en a une autre session en 4e année. Youk! J'allais rencontrer mon prof de céramique, Paul Lajoie. Il dit, il n'y a rien pour toi ici au Canada. Va à l'Université Alfred, dans l'État de New York. Fait que j'avais pas l'argent pour aller faire un bac là. Fait que j'étais allé sur un cours d'été de 6 semaines. Ça a été un choc. C'était une forme d'éducation qui était très différente, qui était extrêmement respectueuse des cheminements personnels. Il t'aidait plus à voir que te dire quoi voir. Donc, c'était une attitude qui était complètement différente, qui m'a... ça a été très difficile finir mon bac. Juste le côté technique m'a pris un bon 2 ans de gérer, là, puis expérimenter ce que j'avais appris là-bas du côté de la technologie des glaçures, des argiles, la construction des fours. Le niveau d'éducation était tellement puissant, là. Disons que l'adolescence a commencé l'art, je te dirais, la recherche. Surtout la recherche sur le côté autochtone de la famille. Puis ce qui m'a fait enclencher ça, c'est la visite du Musée des civilisations à l'époque, l'ouverture du musée. Quand je suis arrivé dans la grande galerie, puis j'ai vu les mâts totémiques. Ça a vraiment allumé. J'ai dit, c'est ça, je veux faire des mâts totémiques, tu sais. Mes premiers mâts totémiques, c'était des petites sculptures très abstraites. J'allais pas dans le concret. Je voulais pas faire ce que la côte ouest, les Haïda, les Salish, ils font. Mon but, c'était pas de reproduire. C'était vraiment d'utiliser cet art-là. L'art, j'appelle ça, moi, l'art totémique. Le mot totem vient des Algonquins. Ça vient du territoire d'ici, de l'est du Canada. Là, je me suis dit, pourquoi on utilise le mot totem, puis ça vient de l'ouest? Je voulais aller à Haida-Gwaii, aux îles de la Reine-Charlotte, rencontrer les maîtres Haïda. J'ai demandé qu'on m'explique comment vous construisez un totem, puis la base de tout ça. Donc, quand je suis revenu de mon voyage, je me suis dit, moi, mon but, ça va être de reprendre nos histoires. J'étais un peu un pont, je suis un métis, donc j'ai essayé de regrouper tous ces territoires du Québec avec les histoires qu'on m'a racontées, puis de créer des œuvres avec ça. Ça n'a pas toujours été des œuvres totémiques, mais l'esprit des choses à travers ça, ça a toujours été ça qui m'a nourri. Le côté spirituel, la connexion avec les animaux. Puis ça, il fallait que je représente ça aussi. Puis ma matière, ça a été le bois, l'arbre. Je me suis aperçu que j'avais un contact très, très particulier avec le bois. C'est probablement une connexion spirituelle que j'ai avec la matière, cette matière-là, qui m'amène à comprendre sans comprendre, à foncer, à aller de l'avant sans en savoir tout. Je n'ai pas besoin de tout savoir, je sais que il va y avoir une révélation à un moment donné, le bois va m'amener à la bonne place. Ça, j'en suis convaincu aujourd'hui. Puis à travers ça, il se révèle des œuvres comme ça ici, puis comme toutes les autres que j'ai faites dans le passé. Quand j'ai décidé de m'en aller potier, mon père qui était comptable, il n'en revenait pas. Je me suis emmené à Lochabert.
près de Plaisance. On a acheté une ferme, puis j'ai installé mon atelier ici. C'était comme ma première vraie atelier à moi, là. Au tout début, j'étais plus dans le côté sculptural. Puis après ça, quand je me suis ennuyé ici, j'étais dans de l'utilitaire. Donc, le défi de créativité a passé plus dans comment peaufiner ma production que dans une recherche sculpturale. J'ai eu beaucoup de plaisir à faire ça. C'était comme un défi, un peu comme un athlète qui veut gagner des fractions de seconde. Quand tu augmentes ta production, tu es plus rentable aussi, donc tu pouvais gagner, tu sais. Un bol à soupe d'un format régulier, là, j'en tournais 100 à l'heure. De temps en temps, je montais à 110, là j'étais content, là. À l'atelier, j'ai eu des employés, j'en avais un ou deux. J'avais une salle d'exposition, j'ai bâti une clientèle qui venait à la maison. Essentiellement, c'était vendu dans l'Outaouais. Ça m'a permis de vivre avec ça. C'était essentiellement de la vaisselle. Les explorations artistiques étaient limitées. Il y a une série d'événements qui est arrivée. J'avais toujours la passion de construire une maison. Ça fait que j'avais commencé la construction de la maison la première année. Donc, c'était de faire la fondation en pierre. Puis le projet, c'était que l'année d'ensuite, je devais prendre une année sabbatique. Ça fait que j'avais produit beaucoup dans l'atelier pour être capable de vendre et avoir un revenu pendant l'année. Puis au printemps, mon atelier a passé au feu. Fait que j'avais tout perdu. Ça crée un énorme stress de remonter l'atelier, remonter l'inventaire, remonter l'équipement. C'était énormément de travail. Puis pas longtemps avant aussi, quand que je bûchais le bois dans la forêt pour commencer à ramasser mon matériel, j'ai eu un accident grave. J'ai capoté avec le tracteur. J'ai eu une fracture du crâne. J'ai vraiment passé proche du passé. Mais c'est comme toute l'expérience qui est liée à la construction, là, et la première construction, c'était pénible, là. Il y a un moment où je vivais vraiment pas bien dans le dedans. Je voulais plus voir personne. Je faisais mes petites affaires. J'avais plus le goût de spiritualité. Jusqu'à ce que je monte à Kitigan-Zibi au rassemblement de grand-père William Commanda, puis je rencontre Dominic Rankin, puis qui m'invite dans un sweat lodge. Puis sans lui savoir ce que je vivais, il m'invite à guérir mon cœur, tu sais. Mais quand je suis revenu ici, pas longtemps après, j'ai un de mes amis qui m'avait laissé un gros morceau de bois dans ma cour. Puis fil en aiguille, il rentre dans l'atelier, il sait pas quoi faire avec ça, ça a passé des semaines à tourner alentour. Puis à un moment donné, je pogne un petit panache d'orignal que je mets dans un... Il y avait un nœud, c'était une espèce de bio avec des trous, là. Je mets le panache dans le trou, puis là je me recule, puis je vois tout ce qui se passe dans cette bûche-là. Je vois le personnage, je vois sa main, c'est un guerrier qui vient comme... Il est fier, là, tu sais, là. J'ai dit, ça va être... Ah, ça, c'est là, je m'en vais. Puis là, je venais de comprendre que tout ça, c'était lié avec le sweat lodge de Dominic Rankin que je venais de vivre. J'avais une pierre que j'ai ramassée. C'est comme un cœur humain, pétrifié avec le temps. Puis quand je suis arrivé au torse, dans le bois, il y avait une cicatrice. Puis quand j'ai vu que ça arrivait direct à la bonne place pour le cœur, j'ai dit, c'est là que s'en va le cœur. Faut que je remette mon cœur à la bonne place. J'ai tout ramené ça dans cette sculpture-là. Puis après, j'ai commencé à me sentir mieux, puis de ressortir de ma coquille, puis de dire, bon, ben là, comme il est temps que je vive d'autres choses. Ça, c'est un exemple là, de ce que je peux vivre avec le bois. Ouais. Ça a été la matière. J'ai essayé plein de choses en sculpture. J'ai fait de la sculpture de neige à balle de neige pendant 11 ans. J'ai fait merveille de sable à Gatineau, Lac-Beauchamp. Mais je tenais toujours à être payé. J'ai dit, si vous voulez m'avoir là, vous allez me payer. C'est un débat dans la société. Tu sais, les artistes, on dirait qu'on pense toujours qu'on vit avec rien. Donc, pourquoi qu'on serait différent d'un autre qui travaille à l'usine? Je ne vois pas, moi, la différence. On me considère comme un rêveur. Okay? Chez les aînés, chez les communautés autochtones, on m'appelle le loup rêveur. On m'a donné toutes sortes de noms. Puis, à force de cheminer dans cette dimension-là, ben, les rêves viennent à moi, puis je crée avec ça. Moi, je le laisse guider par mon inconscient, puis après, je découvre.
Il y a des œuvres très spirituelles que j'ai appelées Maîtres de la Terre, puis c'est les enfants de la Terre. C'est une vision encore dans un sweat lodge que quand je voyais des danseurs sur un tambour, puis à un moment donné, je suis sorti, j'ai pris le bio, puis j'ai commencé à sculpter cette œuvre-là. Ça, je pense que c'est l'œuvre la plus spirituelle que j'ai pu créer. La maison ici, il y a beaucoup de courbes. Puis c'est peut-être l'influence de l'Europe, d'un voyage en Europe où on voit qu'ils travaillent la pierre avec des arches, avec des tours rondes, mélangées avec mon expérience du matériau céramique. Donc la construction ici devait être en pierre, un projet que je ne fais plus jamais parce que c'est un travail hallucinant. C'était aussi que la maison ait une expression personnelle, pas standardisée. Pas parce que j'étais opposé au standard, mais plutôt du besoin d'une expression personnelle. Puis sans m'en rendre compte, parce que là, j'ai pas de contraintes. J'ai pas de contraintes de marché. J'ai certainement la contrainte financière parce que j'étais pas riche, mais que je venais à bout de me débrouiller au travers, à trouver des moyens. Fait que c'est probablement pour ça que l'expression artistique était la plus puissante que dans ma production de céramique utilitaire dans laquelle il y avait des contraintes de marché. J'en ai fait tellement, j'arrive toujours à être très fier de mes œuvres. Dans les dernières années, les œuvres monumentales que j'ai faites, écoute, j'ai vécu des affaires. L'Oiseau tonnerre au Parc Oméga. Ça, c'est ma première œuvre monumentale. J'accepte. Là, je m'aperçois de l'ampleur du projet. Tu sais, c'est gros, là. Donc là, 6 mois de temps, janvier jusqu'à juin, je travaille là-dessus à temps plein. Puis l'Oiseau tonnerre, chez nous, c'est l'esprit majeur, OK? On en parle partout en Amérique du Nord, l'Oiseau tonnerre. Donc moi, je décide, en commençant cette œuvre-là, je vais m'imprégner de l'esprit de l'Oiseau tonnerre. Je veux que ce soit une œuvre du territoire d'ici unique. J'ai dit, la plus belle chose qui peut m'arriver, la plus belle approbation, c'est la nature qui va me le donner. Le 23 juin 2011, vous regarderez les archives. Je m'en vais, j'avais tout installé, mais il y a l'inauguration, donc tout le monde, il y a plein d'invités, les Premières Nations, les chants, tout ça. Olivier, le propriétaire du parc, s'en vient me voir, me dit merci. On se serre la main, en se touchant les mains. Clac, coup de tonnerre dans la montagne. Et les deux, on s'est regardés, puis on n'a pas dit un mot, on a juste souri, on s'est dit merci. Je venais d'être approuvé par la nature. Ça a été la première, il y en a, je sais plus, des fois je dis 18, 20, faut que je les compte, là, mais je pense qu'il y en a 18. On a créé ce qu'on appelle le Sentier des Premières Nations, qui est quand même unique en Amérique du Nord. C'est un bel endroit. Je l'appelle, moi, ma galerie à ciel ouvert. Qu'on m'a donné la chance de pouvoir créer 18 œuvres monumentales comme ça. C'est quand même assez exceptionnel. J'aime beaucoup créer sur commande. Ça a été la même chose. Le dernier mât totémique que j'ai installé à Métis-sur-Mer, c'est un client, un monsieur de New York, qui voulait me rencontrer. Il avait acheté une de mes œuvres à Montréal, dans une galerie. Ça fait que moi, je suis chanceux. Je reçois des offres de mécènes comme ça pour leur créer des œuvres. C'est vraiment là que j'ai mon plus grand plaisir. Toute l'intensité sort après ça parce que j'y donne tout ce que je suis, en fait. Le bois il a toujours été parallèle avec la céramique. Les deux ils faisaient une évolution qui me semblait être isolée. C'est des arbres qui viennent de la forêt, ici en arrière, qui sont très courbes, puis qui seraient vraiment impropres à faire de la menuiserie. Même si je redressais des planches, sitôt que quelqu'un va venir pour les travailler, il y a énormément de stress dans ce bois-là. Ça, c'était la première construction après la maison. Ça fait que là, j'ai mis beaucoup d'énergie à essayer de donner beaucoup d'effets, mais dans le moins de temps que possible. Celle-là, hormis là, les portes en avant, la décoration,
Il y a à peu près 10 heures de plus que si on construisait un garage carré. Il y a juste un peu de temps dans la construction du fait. Tout le reste de la structure de toit, c'est du 2x4 droit conventionnel. Celui-là, c'est un garage pour sécher le bois. J'ai rajouté des éléments de sculpture ici. Ça, c'est beaucoup d'influence après les lectures de Violette Leduc. Il parle d'habiller des bâtiments, une notion qu'on a perdue. Il me semble que c'est valable, mais dans l'architecture, on ne dit qu'il ne faut pas qu'on habille un bâtiment. Non, 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 ça, c'est un péché mortel, là. Et je pense que c'est beaucoup l'influence de l'argile. Je trouve la forme courbe agréable. Fait que c'est ça, c'est la courbe qui est présente partout dans mes constructions, là, qui le défie. Mes premiers bâtiments, puis même ça aussi, je fais toutes des maquettes en argile avant de commencer. Ce qu'il y a d'agréable avec l'argile, c'est que je peux déformer, rebâtir, rajouter, enlever. C'est des dessins à l'échelle. Ces deux-là, c'est la maison actuellement. Donc, sur celle-là, on voit que même une maquette de petite dimension peut donner énormément d'informations sur les angles de toit. Et la maquette de la maison Topès. La maison Topès, qui est une maison que j'ai construite avec certains paramètres que moi-même je me suis imposé, c'est-à-dire avec le temps, les notions écologiques ont rentré. Donc, c'était mon défi de construire une maison pas trop grande, avec un budget minimum, puis une expression esthétique. Puis je trouve que ça, c'est un bel exemple. Beaucoup de matériaux recyclés dans cette maison. Les dessus de comptoirs en acier inoxydable recyclé. Les prochains projets qui s'en viennent, il va y avoir moins de symétrie, plus de cassé dans les formes. J'ai toujours cumulé cette expérience-là de construction parallèlement avec mon cheminement de céramique, mais sans trop m'en rendre compte. J'étais toujours en train d'expérimenter d'une façon très libre différentes techniques. C'est ce qui m'a amené à écrire le livre qui a fait comme un peu un sommaire de 5 techniques qui sont les plus accessibles, les plus faciles à comprendre, les plus rapides d'exécution. Il y a beaucoup de standardisation dans la construction aujourd'hui, puis c'est un peu un début du livre aussi, d'un peu réfléchir à l'espace qu'on construit, l'espace qu'on habite. La beauté, c'est quand même un facteur important. L'architecture, elle doit être séduisante. C'est pas juste des énoncés plastiques de cubes de verre. C'est quoi notre historique architectural qu'on va laisser? Dernièrement, c'est au pénitencier de la Macasa aussi qu'on m'a appelé pour aller faire du mentorat que j'appelle. Donc, il y avait une belle bille de cèdre rouge qui m'attendait, 12 pieds de haut, puis on me donne carte blanche à la création. Fais ce que tu veux, mais tu vas avoir 3 gars avec toi, puis 3 détenus, puis ils vont travailler. Puis ils sont motivés. Genre, parfait. J'essaie toujours de pousser la note un peu plus, de pas juste faire un mototonique, mais il faut que ça représente quelque chose. La partie majeure, du central du totem, c'est un aîné. Puis l'aîné, bon, il est comme enlacé avec une grenouille. La grenouille, elle symbolise très fort sur le nettoyage. Les gens qui viennent d'ici pour faire leur peine, si on veut dire, mais ils ont un cheminement à faire. Donc, ils doivent passer par un nettoyage. Puis les gars, ils comprennent ça très, très bien. Ils savent où on s'en va avec ça. Les autres sont dans leur culture totalement à travers ça. I really like it when I'm doing stuff like this. It gives me the strength with my spirit inside of me. When we first started it, I felt a lot of energy in the wood when I did this. And I really thank Denis for showing us how to do this, and so we can take this when we go back to our communities and then do it like what we did here, right? Et au-delà de l'œuvre, il y a le côté vibratoire, le côté spirituel qui va être aussi ressenti. Puis là, ben, on n'est pas insensible à tout ça. Je pense que l'œuvre va vraiment être un phare pour les prochains qui vont passer, puis qui vont vouloir peut-être se servir de ce médium-là pour cheminer dans la vie. Comme j'ai fait, moi, je me suis guéri de plein d'affaires avec ça.
When you make stuff like this, I learned that you have to have positive thoughts because all your energy goes into the piece you're making. Here, I don't see the time. I only see that serene moment. Je m'aperçois que son rêveur, eux aussi, puis il m'amène des idées, il me dit ça, t'as-tu vu ça, t'as-tu vu ça? Je l'avais pas vu encore, mais oui, c'est vrai. C'est une belle rencontre, puis un beau partage. J'ai très bien vécu de ma céramique. Puis présentement, avec la construction, c'est plus le moulin assis qui me fait vivre. J'aime beaucoup le contact avec le bois. J'aime beaucoup scier. Des fois, je trouve ça zen. Tu t'en vas à côté des bio, puis le contact avec cette matière-là, il y a beaucoup de force là-dedans. Il y a beaucoup d'énergie simple aussi, d'énergie pure dedans. À un moment donné, j'ai eu une dépression grave, puis j'avais un gros pain au fond de la terre que j'allais embrasser. Un gros pain. Fait que, tu sens l'énergie de l'arbre. C'est un pain, il est encore là, je ne l'abattrai pas, lui. Là. Ça, c'est un meuble lavabo. Ça, c'est le reste de l'arbre qui fait le contour de la porte. Donc, qui était pourri à l'intérieur, que j'ai vidé. Pour moi, l'art au quotidien, c'est extrêmement important. Dans les objets simples qui nous entourent, c'est pas toujours être obligé d'être des œuvres d'art en soi, avec toute une entité, mais qui peut y avoir une application concrète, mais qui peut avoir beaucoup d'expression dans des objets utilitaires. C'est quelque chose pour moi qui façonne mon environnement. C'est un meuble pour mettre du linge. La configuration extérieure et les panneaux sont d'inspiration des séries en mathématiques. Mais j'ai essayé d'intégrer argile et bois dans les meubles, qui est extrêmement difficile parce que le bois, il bouge avec les saisons. Il y a beaucoup de l'intuition là-dedans, de laisser l'idée venir, de ne pas toujours la diriger. Quand je laisse venir, j'ai passé d'une vie là, pour faire ce que j'aimerais faire. J'étais une personne très anxieuse au niveau financier. J'ai choisi un métier où ce qui était le plus difficile au niveau financier, sans savoir que j'aurais à vivre des moments terribles. Là. J'ai dit, qu'est-ce que tu veux? Je vais m'essayer au moins. Si je ne l'essaye pas, je ne saurais jamais. Je me suis programmé mentalement à travailler jusqu'à 85. Donc, il me reste encore au moins 30 ans à faire, puis peut-être encore plus si mon corps le permet. Ce que j'ai appris à travers les aînés, puis les communautés autochtones, puis ma démarche, mon chemin à travers ça, c'est qu'on fait partie du grand tout. On est un embryon, on devient des adultes, puis on pousse comme un arbre. Donc, on est tous reliés.